Bienvenue dans ce nouvel épisode de Horaz. Nous avons souvent parlé de féminisme, de droits des femmes, d'égalité et de parité. Nous avons écouté des femmes et des hommes autour de ces problématiques. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser aux personnes en situation de handicap, de leurs conditions de vie et sur les nombreuses discriminations dans ce domaine. Les femmes en situation précaire et en situation de handicap subissent le double, voire la triple peine, la précarité, le handicap et le fait d'être femme. Pourquoi la plupart des acteurs de la société civile marocaine ont tendance à se concentrer exclusivement sur un seul aspect de la discrimination, tel que la discrimination basée sur le genre, le handicap ou la classe sociale, plutôt que de s'intéresser aux caractéristiques des discriminations qui se croisent et à leur effet exponentiel? Pour en parler avec moi ce soir, je reçois Dounia Zineb Msfer, journaliste sur le terrain depuis plus de 20 ans, qui s'intéresse essentiellement aux sujets sociétaux. Droits des femmes, droits des personnes en situation de handicap, droits des personnes qui vivent dans la précarité au Maroc. Dounia Msfer, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Aïcha, merci de me recevoir. Je suis ravie d'être là avec toi. Ah ben moi aussi, je suis très contente de te recevoir. Donc, Dounia, vous êtes une journaliste très engagée, vous militez pour les droits des femmes à travers vos enquêtes et reportages sur le terrain. Racontez-moi d'abord pourquoi le choix du journalisme et pourquoi cet engagement pour les droits des femmes? Alors le journalisme, en fait le journalisme est une passion pour moi, depuis toujours, déjà toute petite. Je me souviens qu'à l'époque c'était la guerre au Liban et je voyais ça à la télé. Et donc réellement mon premier rêve était de devenir reporter de guerre. D'accord. Voilà, et petit à petit, vu qu'au Maroc on est... Heureusement. Oui, d'une certaine manière. Donc je me suis tournée vers le journalisme et... c'est véritablement une passion parce que pour moi, le plus important en tant que journaliste, c'est de pouvoir donner la voix à ceux qui n'en ont pas. C'est pour ça que je privilégie le terrain. Donc, effectivement, depuis plus de 20 ans, je sillonne le Maroc, je vais à la rencontre des différentes populations, femmes, hommes, pour connaître leur vie, leur quotidien et que j'essaye un petit peu après de coucher sur un papier. Vous êtes le porte-voix des sans-voix? Peut-être. En tout cas, vous essayez. Et donc, voilà. Féministe Oui, féministe. Alors déjà, moi j'ai grandi un peu dans le milieu associatif. Donc, où en tant que fille, je suis aussi issue d'une fratrie de 3 sœurs. Donc, depuis toujours, on m'a inculqué l'égalité, l'autonomie et surtout l'indépendance. Et comme quoi, c'est très, très important d'être indépendante en tant que femme. Et puis, ce sujet aussi m'intéresse parce que justement, je suis une femme et je suis une femme qui vit au Maroc, qui a grandi au Maroc. Et on sait très bien que l'égalité chez nous n'est pas du tout acquise. Et comme justement, je suis profondément animée par des valeurs de justice sociale et d'égalité des droits pour toutes et tous, c'est donc naturellement que j'ai commencé à travailler sur le sujet. Et puis il faut dire aussi qu'en 2002, quand j'ai commencé en tant que journaliste, avec vous d'ailleurs, au sein de Femmes du Maroc, on était en pleine réforme du Code du statut personnel de la femme. Donc j'ai passé beaucoup de temps dans les tribunaux, dans les centres d'écoute, avec les associations de femmes avec qui j'ai été vraiment très bien formée. Une immersion en fait. Voilà, c'était vraiment une immersion. C'était la bonne période pour... Je pense. Pour se former sur la question des droits des femmes et connaître un petit peu tout, effectivement, c'était une très bonne période. 2004, le code a changé, donc c'était le bon timing en fait. C'était le très bon timing et ça m'a permis de faire des enquêtes incroyables dans plusieurs régions du Maroc et d'aller à la rencontre de ces femmes et de raconter un petit peu leur vécu. D'ailleurs, on reparlera de cet ouvrage-là, Travailleuses invisibles, les métiers de la discrimination au Maroc, que je montre à l'écran. On reviendra sur l'article que vous avez écrit. Vous soutenez aussi beaucoup d'associations. Donc, vous avez parlé d'associations, vous êtes investi dans pas mal d'associations féminines, mais en particulier l'association HEDEF qui œuvre pour l'inclusion socio-professionnelle des personnes en situation de handicap mental. Alors, pourquoi cet intérêt pour cette association en particulier? Le handicap, c'est d'abord une histoire familiale. Très tôt, j'ai été sensibilisée à la question du handicap. J'ai grandi avec une personne en situation de handicap qui est doublement handicapée, puisqu'elle a un handicap physique et mental. Et donc, petite, déjà, j'ai pu constater, en fait, les discriminations que subissent ces personnes régulièrement, mais pas qu'elles, également leur famille.
j'ai pu voir le regard de pitié qu'a la société à leur égard. Et donc, pareil que pour les femmes, c'était naturel. Pour moi, c'était très, très important, en fait, de travailler sur ce sujet, sur les différents aspects de ce sujet. De un, pour éveiller les consciences. Donner aussi la parole aux personnes en situation de handicap, parce qu'en général, on leur donne très, très peu la parole. Et puis aussi, juste pour rappeler que le handicap n'est pas une maladie, que le handicap est une situation. Et que c'est ce qui entrave justement en fait la pleine autonomie de ces personnes-là parce qu'ils ne sont pas dans un environnement adapté. Et alors pourquoi les autres associations féminines ne s'occupent pas de cet aspect-là, c'est-à-dire qu'elles sont focus sur le genre. Il y a donc des associations qui travaillent sur le genre, sur les droits des femmes, et puis il y a des associations qui vont s'occuper de le handicap. Pourquoi il n'y a pas, parce qu'on a pu constater quand même qu'il y a un effet exponentiel quand on est femme, on est handicapé, on est dans la précarité, donc c'est la triple peine. C'est des personnes qui sont encore moins égales que les autres. Pourquoi les associations, à votre avis, ne s'intéressent pas à cette problématique ? De manière générale, je pense que le handicap est quelque chose qui fait peur, qu'on ignore, on ne sait pas trop comment travailler sur ce sujet. Et c'est vrai que historiquement, en fait, toutes les associations de personnes en situation de handicap, tout type de handicap confondu, en général, c'est soit les parents, donc ce sont les familles qui commencent à travailler, qui créent des associations, qui créent des centres, ou alors ce sont les personnes elles-mêmes. Les associations féminines, je pense que elles ont fait beaucoup, on ne va pas nier tout ce qu'elles ont fait pour les femmes au Maroc, mais effectivement, même si elles adoptent, on va dire, elles commencent en tout cas à adopter une approche intersectionnelle, ceci dit, les femmes en situation de handicap, effectivement, restent quand même négligées. Et en général, les associations féminines vont parler du sujet, en tout cas s'il y a vraiment un fait divers qui défraie la chronique, et donc à ce moment-là, oui, elles vont se prononcer et elles vont agir. Malheureusement, même par exemple dans les centres d'écoute, quand elles reçoivent des femmes en situation de handicap, elles ne savent pas comment gérer ça, et donc elles vont automatiquement les orienter vers des structures dédiées à l'handicap, sauf que ces structures-là ne sont pas non plus outillées pour gérer ce genre de problématiques. De violence, etc. Voilà. Maintenant, je veux dire que ce n'est pas que les associations de femmes, finalement, qui négligent la question du handicap. C'est même le mouvement des droits des personnes en situation de handicap qui également s'intéresse que très très peu ou pas du tout à l'approche genre. Oui. Parce que... On met tout le monde dans le même panier, On met tout le monde dans le même panier, alors que ça, ce n'est pas possible. Et même le handicap, il y a différentes sortes de handicap. Exactement. C'est la problématique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a certaines associations, en tout cas, qui ont décidé d'adopter une approche intersectionnelle en essayant d'inclure un peu plus le genre. Qu'est-ce qu'on entend par intersectionnel, là? C'est en deux mots, là. Alors, l'intersectionnalité, en fait, c'est très simple. Ça signifie, en fait, l'étude et l'analyse des identités sociales qui se croisent et qui se chevauchent, et l'analyse également des systèmes de domination qui peuvent en fait donner lieu à des discriminations, à des situations d'oppression et de discrimination. Donc par exemple, on va s'intéresser au processus par lequel des diverses catégories telles que le sexe, l'âge, la race, la classe sociale, le handicap ou l'orientation sexuelle interagissent à des niveaux multiples, mais souvent simultanés. Et c'est ce qui reflète en fait comment chaque trait d'une personne finalement est lié à celle d'autres personnes. Grosso modo, pour simplifier, on va dire, sur la question des femmes, l'approche intersectionnelle réside dans le fait de ne pas considérer les femmes comme un groupe homogène et universel. Et justement, en ne partant pas de là, c'est ce qui nous permet en fait de visibiliser celles qui sont les plus marginalisées, celles qui sont les plus exclues, afin de mieux orienter, que ce soit le plaidoyer pour la société civile ou les politiques publiques pour l'État, et donc répondre réellement aux besoins et aux attentes de ces personnes. Alors justement, donc, on revient sur le livre. Donc, vous avez publié un texte sur les discriminations intersectionnelles dans le domaine du handicap. C'était en 2021. Alors, c'est avec la fondation Heinrich
Boller. Oui. D'accord. Est-ce que vous pouvez me dire un petit mot sur cet ouvrage collectif et est-ce que vous pouvez surtout nous parler donc de ces discriminations qui sont subies par ces femmes qui sont en situation de handicap et pourquoi les femmes en situation de handicap sont 10 fois plus exposées que les autres à des violences, qu'elles soient d'ordre physique ou sexuel dans la sphère privée ou même dans la sphère publique? Alors effectivement, en fait en 2021, la Fondation Heinrich Böll a publié, ça a commencé par la publication d'un toolkit sur les défis et les promesses de l'intersectionnalité au Maroc. Donc c'était une boîte à outils destinée principalement aux acteurs de la société civile, ils ont fait pas mal de formations, etc. Et en fait, juste pour montrer vraiment des exemples concrets de discrimination intersectionnelle, en 2022, ils ont fait appel à moi ainsi qu'à 3 autres journalistes, Hicham Hudayfa, Salah Eddin Maizi et Naïma Charahi, pour en fait publier, enfin écrire, simplifier un peu ce concept. Vulgariser, oui. Réellement pour vulgariser, pour vraiment montrer un peu ce que c'est. Donc voilà, on nous a demandé d'explorer des situations de marginalisation que peuvent subir certaines populations vulnérables au Maroc. Donc par exemple, Hicham a travaillé lui sur la déscolarisation des petites filles dans la région de l'Haouz. Salah Eddin Maizi lui a travaillé sur la question de la migration en faisant un portrait croisé entre un jeune Africain marocain et un jeune subsaharien qui sont tous les deux donc dans le processus migratoire. Et Naïma a travaillé principalement sur les populations vulnérables dans la province de Tinrir et la problématique environnementale qui se pose là-bas. Et moi, j'ai donc travaillé sur les femmes en situation de handicap. C'est pas la première fois que je travaille sur un sujet pareil. J'ai déjà travaillé, enfin déjà tout mon parcours, et j'ai souvent travaillé sur cette question-là. Et pour moi, c'était important parce qu'effectivement, les femmes en situation de handicap, elles subissent en fait des discriminations multiples et croisées. Alors lesquelles ? Tout ça. Alors comme les hommes, elles sont victimes, donc comme leur père masculin en situation de handicap, donc elles subissent discrimination, stigmatisation, exclusion, au même titre que les hommes. Donc il y a des problèmes au niveau de la scolarisation, il y a des problèmes au niveau de l'université par exemple, l'enseignement supérieur, au niveau de l'embauche, au niveau de l'emploi, l'accès aux soins, l'accès à l'information, etc. Donc ça c'est vraiment des discriminations qu'ils subissent ensemble, mais les femmes encore plus. Tout simplement parce qu'elles sont femmes, en fait. Donc, elles sont femmes, donc elles font face à des barrières en fait, sociales comme n'importe laquelle des femmes, qui est encore une fois l'accès à l'école, à la formation ou au travail. Mais c'est encore pire parce qu'elles sont en situation de handicap. Donc de dépendance aussi ? En fait, c'est ce qu'on le dit. On dit que justement, elles ne peuvent pas être autonomes, elles ne peuvent pas être indépendantes, elles ne peuvent pas participer pleinement à la société, ce qui est complètement faux. Et en plus de ça, on leur nie en fait leur féminité, on leur enlève leur féminité. En fait, et là, c'est vraiment les propos de plusieurs femmes en situation de handicap. C'est comme si le handicap effaçait leur identité de femme. Et ça, ce n'est pas normal parce qu'avant d'être en situation de handicap, elles sont d'abord des femmes. Ce sont des personnes, ce sont des citoyennes à part entière qui participent également à la société. Et voilà. Et donc, en fait, là, par exemple, elles vont subir en termes de travail, il y a beaucoup plus de discrimination parce qu'elles sont femmes. Par rapport à la parentalité ou le mariage, c'est pire. Très peu de femmes réellement se marient ou ont des enfants parce qu'on pense qu'elles ne peuvent pas en avoir. Alors, Par contre, les hommes, on les marie, non ? Alors, les hommes, on les marie. Parce qu'il faut bien qu'on s'occupe d'eux, non ? Exact. Parce qu'il faut bien qu'on s'occupe d'eux, parce qu'en ayant un enfant, cet enfant pourra par la suite effectivement s'occuper de son père. Ça, c'est surtout quand on parle de handicap mental. Mais par exemple, je vais juste rapporter les propos d'une jeune femme que j'ai rencontrée qui me disait, alors on m'a toujours dit que je ne pouvais pas me marier, que je ne pouvais pas avoir d'enfants. Par contre, je surveillais et je gardais les enfants de mes sœurs, les enfants de mes cousines, je faisais la lessive, je faisais le ménage. Bonne et corvéable, Exactement. Donc en fait, tu n'es pas capable de te marier, tu n'es pas capable d'avoir des enfants, tu n'es pas capable d'avoir une vie sociale, mais par contre, tu es capable de t'occuper des autres. Voilà. Et ça, je trouve que c'est extrêmement violent, en fait. Et puis aussi, le fait, il faut dire aussi que, par exemple, les femmes en situation de handicap ne sont pas très, très visibles et c'est ce qui accentue encore plus leur vulnérabilité. Et c'est ce qui les expose encore plus à la violence. Et les femmes en situation de handicap mental, encore plus.
C'est pour ça que là, c'est vraiment la triple peine, parce que, en fait, on considère tout simplement que quand bien même elles aient été victimes de violences, qu'elles ne peuvent pas réellement dénoncer la personne, qu'elles ne peuvent pas exprimer ces tabous-là. Et en fait, tout ça, c'est lié à un tabou, à une domination masculine, à une mentalité patriarcale. Mais le regard n'a pas changé, le regard de la société. Est-ce qu'on considère toujours que dans l'élaboration des politiques publiques, vous citez une personne qui dit le handicap n'est pas réellement pris en compte dans l'élaboration des politiques publiques, ce n'est pas une priorité, nous sommes toujours dans une approche caritative et médicale et non pas dans une approche de droit. Est-ce que c'est encore le cas? Oui. Malheureusement, oui. Alors, effectivement, le Maroc dispose, il faut le dire, le Maroc dispose d'un arsenal juridique pour la protection et la promotion des droits des personnes en situation de handicap, qui est en plus réaffirmé par la Constitution de 2011. Et en plus, cette Constitution réaffirme tous les engagements internationaux, parce que le Maroc a quand même signé toutes les conventions, et voilà, toutes les conventions relatives aux personnes handicapées. Nous avons des lois pour la promotion et la protection des droits de ces personnes. Nous avons des programmes pour tout ce qui est éducation inclusive, nous avons des programmes au niveau de la santé, nous avons plein de choses. Mais malheureusement sur le terrain, effectivement, il n'y a rien. Pourquoi? Tout simplement parce que les perceptions négatives à l'égard de ces personnes ont la peau dure en fait. Et on continue encore une fois à associer le handicap à une maladie. Donc une personne handicapée est malade, donc diminuée dans son apparence physique, dans ses capacités mentales, dans ses capacités physiques et dans ses fonctions sociales. Et donc on ne leur permet pas finalement de pouvoir jouir pleinement de leurs droits, des droits humains et de toutes les libertés fondamentales. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que cette situation change? Il faut visibiliser davantage ces personnes. Est-ce que les médias peuvent jouer aussi un rôle? Parce que ce sont des personnes, finalement, qu'on ne voit pas. Et pourtant, elles représentent 6,8% de la population marocaine. Et un ménage sur 4 est concerné par la question du handicap. Les médias peuvent jouer un rôle. Mais est-ce que c'est encore considéré dans l'imaginaire collectif comme une sorte de punition divine? Oui. C'est toujours le cas. Tout à fait. Alors, il y a 2 ans, j'ai co-réalisé avec une autre personne, avec ma sœur, Zoubida Msfer, pour le compte de l'UNESCO, justement une étude sur les perceptions sociales à l'égard des personnes en situation de handicap. Et c'est ce qui ressort, finalement. Que toutes ces perceptions-là, c'est ce qui freine réellement la pleine autonomie des personnes en situation de handicap. C'est-à-dire qu'on va toujours les considérer comme second, comme pour la personne en situation de handicap mental, comme khayeb, comme naqas. Et ça se répercute au niveau de l'emploi, ça se répercute au niveau des écoles, ça se répercute partout. Donc ce qu'il faudrait réellement faire, c'est véritablement déjà considérer le handicap comme étant une priorité et qui doit être traité au même titre que le genre. Et je pense que vous vous souvenez bien, en 2006, 2005, etc., on parlait par exemple du budget dédié au genre, etc. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'en fait le handicap doit être transversal dans toutes les politiques publiques, parce que, encore une fois, si on revient à l'intersectionnalité, des personnes en situation de handicap, ce n'est pas un groupe homogène. Non, bien sûr. Il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des personnes âgées, il y a des moins riches, il y a des enfants, il y a des petites filles, enfin, il y a de tout. Il y a de tout, donc, on ne peut pas les considérer comme un seul groupe homogène, et donc, il faudrait réellement qu'il y ait une véritable prise en compte, et en tout cas, le mouvement des droits des personnes en situation de handicap, c'est à ça qu'il s'attaque aujourd'hui. C'est-à-dire que, véritablement, qu'il y ait une approche droit et qu'on fasse appel à ces personnes-là. C'est-à-dire, je pense que les personnes en situation de handicap sont les premières à savoir ce dont elles ont besoin. Quand on parle d'accessibilité, par exemple, encore une fois, on va dans des établissements alors que les lois existent. L'accessibilité n'est pas automatique. N'est pas automatique. Il y a énormément de choses qui sont faites, mais tant qu'on aura cette approche caritative et médicale, ils n'arriveront pas à avoir leurs droits. Donc il y a tout un travail de sensibilisation à mener, aussi bien au niveau des médias, peut-être même sur les bancs de l'école, enfin en tout cas. Oui, alors sur les bancs de l'école, ça c'est très important, parce que c'est de là, et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on parle d'inclusion et d'école inclusive, parce que c'est très très important, justement, cette mixité. Au niveau des médias, il y a aussi un gros travail à faire, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, encore aujourd'hui, les médias vont parler du handicap à l'occasion de la journée internationale, ça reste très factuel, ou s'il y a un fait divers qui défraie la chronique, ou s'il y a une association qui a une petite activité. Mais donc il n'y a pas de parité à ce niveau-là non plus. C'est-à-dire qu'on n'est pas, quand on va chercher un expert, quelqu'un qui va nous expliquer... On va chercher un psychiatre.
pour Voilà. parler du handicap. Voilà, exactement, mais pas faire parler les personnes qui sont Exactement. concernées, qui pourraient... Alors qu'ils sont témoigner, en fait. experts, et ils sont experts dans leur domaine. Ils peuvent très bien en parler. Ça fait des années, ça fait plus de 30 ans ou 40 ans qu'ils travaillent eux-mêmes sur les textes de loi, etc., pour promouvoir leurs droits. Donc ce sont des experts. Donc aujourd'hui, il faut que les décideurs également adoptent une démarche participative. En faisant participer ces personnes-là, en faisant participer la société civile, parce que je le rappelle que sur la question du handicap, réellement, ceux qui font le travail sur le terrain, c'est la société civile. Tout à fait. Ce sont eux qui ont créé des associations, c'est des parents, c'est des familles. C'est des familles qui sont concernées. Qui se retrouvent du jour au lendemain, donc parents, mais gestionnaires de centres, financiers, ressources humaines, comptables, enfin, c'est pas possible. Et en plus de ça, ils doivent faire du plaidoyer. Non, l'État doit remplir son rôle, en fait. Absolument. Alors, le code de la famille qui va changer, c'est une réalité aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait justement concerner ces personnes en situation de handicap? Ou est-ce que, là aussi, je fais une sorte je catégorise? Non, on ne catégorise pas parce qu'effectivement, ce sont des familles comme tout le monde. Le code de la famille parle de familles marocaines et ce sont des familles et des personnes marocaines, des citoyens marocains. Alors, je ne peux pas rentrer beaucoup dans les détails, mais je sais que, par exemple, il y a une association qui s'est constituée en 2020, donc de femmes en situation de handicap, et parce que, justement, elles voulaient prendre la parole. Et là, il était temps qu'elles aussi, elles montent au créneau. Et du coup, elles essayent de travailler avec les femmes en situation de handicap, mais également les mères. Et donc, alors, justement, parce voilà. qu'il y a ce cas de figure. On Tout à retrouve fait. beaucoup de femmes divorcées qui prennent en charge des enfants en situation de handicap. Parce que bon, voilà. Au niveau du code de la famille, par exemple, une des revendications, c'est au moment du divorce, de prendre en compte les frais liés justement à l'handicap de l'enfant, parce qu'on ne peut pas accorder la même pension alimentaire, sachant que les frais sont beaucoup plus importants. Mais d'ailleurs, c'est la seule situation où la femme ne perd pas son droit de garde. Oui. Pas pour les bonnes raisons. Non, pas pour les bonnes raisons, effectivement. C'est quand même assez incroyable. Hein. Il y a aussi un autre aspect, c'est la tutelle. En fait, une personne en situation de handicap mental est considérée comme étant incapable. Donc, elle a toujours besoin d'avoir un tutelle, ce qui est bien en soi, parce que ça permet justement de protéger cette personne-là. Mais par exemple, dans le quotidien, et principalement quand on commence à parler d'insertion socio-professionnelle, ça pose problème. Parce que cette personne-là ne pourra jamais signer de contrat. Il faut que ça soit les parents. Donc c'est quelque chose qui bloque aussi au niveau des employeurs. Elles sont considérées comme des mineurs, en fait. Elles sont considérées comme des mineurs. Réellement, c'est considéré comme incapable. C'est comme ça que c'est écrit sur le code de la famille. D'accord. Au moins, ça a le mérite d'être clair. Donc ça, c'est des demandes qui sont faites. Qui sont faites. Maintenant, je pense qu'il doit y en avoir d'autres que je n'ai pas toutes les solutions, enfin en tout cas toutes les demandes des associations, mais ce sont les principales, et celle de la tutelle en tout cas est très importante dans le cas du handicap mental, parce que vraiment ça entrave la pleine participation des personnes en situation de handicap mental à la société en fait. Oui, tout à fait. Alors Dounia, cette émission va toucher à sa fin bientôt. C'est très passionnant ce que vous dites. Je voulais aborder avec vous un sujet que vous avez publié dans un autre ouvrage, Les Sardinières, esclaves des temps modernes. J'ai lu ce papier qui est très poignant parce qu'il montre là aussi une situation de précarité, une situation d'une violence et d'une injustice économique monstre. J'aurais voulu qu'on en parle. Alors en 2 mots, même si c'est difficile, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces femmes victimes de tout? En fait, effectivement, dans le livre « Travailleuses invisibles, les métiers de la discrimination », c'est un ouvrage collectif avec la maison d'édition En Toutes Lettres. L'idée est un petit peu de ressortir justement toutes ces discriminations que subissent les femmes dans le monde du travail. Et moi j'ai travaillé donc sur les femmes sardinières de SFI. Et ces femmes subissent, en fait, ce sont réellement des esclaves, parce que rapidement... Pas d'horaire, Alors, en fait, ce sont des femmes qui travaillent tout le temps. Parfois 20 ans chez le même employeur, mais elles sont considérées comme étant des ouvrières saisonnières, ce qui est à l'encontre du Code du travail, parce que le Code du travail est très clair là-dessus. Elles ne sont pas payées au SMIC. Alors, elles sont payées elles sont payées au SMIC. Mais pas toutes les heures sont déclarées. C'est ça. En fait, elles n'ont pas de contrat de travail. Parce que considérées comme ouvrières saisonnières, ce qui est à l'encontre en tout cas du Code de la famille, du Code du travail.
Mais elles sont déclarées à la CNSS. Sauf que les patrons jouent en fait sur les heures. C'est-à-dire que quand bien même elle aurait travaillé 12 heures, elle va être payée sur la base de 4 heures. En fait, ils font ce qu'ils veulent, c'est la loi de la jungle. Complètement. L'heure coûte 14 dirhams 81 centimes. Voilà ce qu'elle fait. Et ce sont des femmes qui travaillent de 6 heures du matin à 21 heures, voire plus. Elles sont malades parce que c'est des conditions de travail inhumaines. Elles le savent elles-mêmes. Certaines, elles portent des caisses de 25 kilos de glace et de poissons sur les épaules. Donc il y a beaucoup d'accidents. Elles ne sont pas prises en charge. Il y a toute une mafia autour des syndicats en fait qui ont la main mise sur ce secteur et qui les utilisent comme monnaie d'échange avec leurs tractations avec le patronat. Et puis, il y a beaucoup de discrimination aussi de la part de ce qu'on appelle les cabranes. Donc, c'est les chefs. Donc, ça, c'est le pire, c'est que c'est les femmes qui discriminent. C'est les femmes aussi qui vont profiter de cette situation de faiblesse. Exactement. Et alors, qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Tout simplement, il faudrait véritablement qu'il y ait un contrôle, je pense. En tout cas, j'espère que cet article sera lu et que cet appel sera entendu parce que, franchement, c'est révoltant. Et ce n'est pas possible aujourd'hui, dans le Maroc du 21e siècle, en 2023, qu'on puisse encore faire subir ces conditions affreuses à des femmes qui cherchent juste à travailler, à nourrir leur famille. Et la plupart, elles le disent. Elles disent le khubz saeb. Et on n'a pas le choix, quoi. Il faut accepter notre destin. Mais ce qui est triste, c'est que certaines, elles arrivent à l'âge de la retraite, elles n'ont pas assez de points et elles ne peuvent pas prendre leur retraite. Donc elles continuent à trimer jusqu'à ce que leur santé ne leur permette plus. En tout cas, nous leur souhaitons beaucoup de courage et j'espère que leur situation vraiment va s'améliorer. Ma dernière question, Dounia, la liberté. Que signifie pour vous, la liberté? La liberté, pour moi, c'est vital. C'est la liberté de pouvoir faire mes choix, mais toujours dans le respect de l'autre. C'est la liberté de pouvoir disposer de mon corps. C'est la liberté d'exister, c'est la liberté de penser, de pouvoir m'exprimer sans porter préjudice à l'autre, parce que je pense que liberté et respect de l'autre vont ensemble. De pair, oui. Voilà. Et c'est essentiel si on veut véritablement être dans une société démocratique, égalitaire et que tout le monde a droit à une vie digne. Tout à fait, Dounia. En tout cas, merci beaucoup, Dounia Zinemsfer, pour votre participation. Merci à vous. Votre engagement sur le terrain. Je rappelle que vous êtes journaliste depuis plus de 20 ans, mais que vous êtes d'abord et avant tout une femme très engagée et que la cause des femmes, celle des personnes en situation de handicap et de précarité, leur combat pour leurs droits et leur liberté vous tiennent particulièrement à cœur. Merci encore et j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver sur ce plateau pour parler d'autre chose. Et voilà, je vous souhaite de continuer à nous informer, à batailler pour que les voix des sans-voix puissent être entendues. Merci à vous, Aïcha. Cette émission est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit. Bonne continuation des programmes sur M24.